Alors Bakary Samb, cette attaque s'est déroulée dans cette zone dite des 3 frontières. C'est dans le nord-est du Burkina. 160 morts, des hommes, des femmes, une vingtaine d'enfants. C'est la pire depuis 6 ans maintenant. Depuis le début des violences terroristes dans ce pays. La pire, la plus meurtrière. On a l'impression, Bakary Samb, que l'on est souvent en train de dire cela en ce moment. Rien ne semble arrêter cette spirale de nombre d'attaques et donc de morts. Tout cela ne cesse d'augmenter dans cette région. Absolument, cette région de Bersolane et dans la province de Yaga et la région du Sahel, on voit qu'il y a une recrudescence de cette violence qui, à mon avis, est due à des facteurs qui sont là, mais les facteurs ne sont pas traités en tant que tels. Je crois que tant qu'on ne s'attaque pas à cette idée de marginalisation perçue de certains groupes locaux qui les conduit à contester l'État lui-même, tant qu'on ne règle pas la question de la porosité des frontières et même la question de la privatisation de la sécurité, je crois qu'on est loin de sortir de cette spirale qui malheureusement touche de plus en plus les civils. Alors, cette attaque de Solane, elle a une particularité. Ça s'est passé donc dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sont ces fameux volontaires pour la défense de la patrie qui ont été visés. Ce sont des hommes qui s'engagent à défendre les civils. Ce sont des civils qui défendent des civils. Est-ce que cette attaque qui les a vraiment visés frontalement, c'est pas une façon pour ces groupes terroristes d'empêcher évidemment les civils de se défendre encore une fois et d'être essayer de gagner du terrain? Là encore se pose la question de la privatisation de la sécurité par certains États sahéliens. Cela conduit très souvent à des conflits intercommunautaires. C'est la même chose que nous avons vu au Mali avec les massacres de Ouagadougou il y a quelques années, c'est que l'État lui-même, incapable d'assurer la sécurité, s'appuie sur des groupes d'autodéfense. Ces groupes sont de 2 types au Burkina Faso. Il y a ce qu'on appelle les Kouléobo, qui sont des groupes dirigés par un chef traditionnel qui prête serment et qui se défendent eux-mêmes. Mais aussi, il y a les volontaires pour la défense de la patrie qui sont recrutés et qui subissent seulement quelques semaines d'entraînement et qui sont payés par groupe, seulement 300 €. Ce sont des individus mal entraînés, etc. Mais du fait que ces groupes soient parfois recrutés au niveau de certains groupes ethniques, cela pose un problème. Cela veut dire de l'autre côté que c'est telle ethnie qui massacre l'autre. On a vu ce qui s'est passé à Yogoufulbé. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette spirale de violence qui, en plus du fait terroriste, aggrave la situation sécuritaire par des massacres intercommunautaires qui, malheureusement, n'aident en rien pour la stabilité de ces États. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a même pas 15 jours, le ministre de la Défense burkinabé était sur place à Sebas, à une dizaine de kilomètres de ce petit village de Solane. Il estimait que la situation était revenue à la normale dans la région. Il faut croire évidemment que non. Que faisait à ce moment-là l'armée ? Oui, vous savez, il y a cette crise sécuritaire qui perdure parce que avec qui est doublée de problèmes de gouvernance sécuritaire. L'armée, et même les entités de l'État ne sont plus là depuis très très longtemps. Vous savez que lorsque on est affecté dans ces zones éloignées, ce ne sont pas les plus motivés, ce ne sont pas les plus armés, et en plus de la nature de l'insurrection. Vous savez qu'ici nous sommes en phase de guerre asymétrique avec des groupes qui peuvent être diffus, qui peuvent être de n'importe quelle nature. Et en plus des incursions de l'État islamique au Grand Sahara, qui depuis un certain temps cible ce qu'on appelle les groupes pour la défense de la patrie, etc., les volontaires de la défense de la patrie, qui sont considérés comme étant des émanations des États. Ces États même que ces groupes contestent. Et aujourd'hui, dans ce contexte de rivalité entre les groupes armés, entre l'État islamique au Grand Sahara, qui plutôt dépendrait d'Al-Qaïda, et d'autres groupes, même Ansarul Islam, qui seraient dans la région, on est dans un flou total. Pour n'importe quelle armée, c'est quelque chose de très, très, très difficile à gérer. Une dernière question sur ces groupes armés, Bakary Samb. On parle beaucoup depuis 3 semaines maintenant de la mort annoncée de Aboubacar Chekao. C'est le chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, de l'ISWAP. Est-ce que c'est une façon aussi à ces hommes de montrer qu'ils sont toujours forts, qu'ils sont leaders, en frappant comme ça de façon démesurée? 160 morts dans ce petit village quand même.
C'est vrai que là, nous allons quitter la région du Gourma central pour aller dans le bassin de la Tchad. Dans le bassin de la Tchad, c'est d'autres réalités. Avec le groupe Boko Haram, une des factions dirigée par Aboubakar Shekau qui a remplacé Mohamed Youssouf depuis sa mort en 2009. Et nous avons aussi un autre groupe qu'on appelle l'ISWAP, l'État islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest. Et ces deux groupes sont des groupes rivaux. Aujourd'hui, la mort de Shekau, qui a été annoncée plusieurs fois dans ces dernières années, se confirme peut-être de plus en plus. On a vu l'affaiblissement du mouvement qui n'arrivait plus à faire des opérations de grande envergure comme en 2014-2015, mais qui s'adonnait à ce qu'on appelle l'attaque au soft target, des cibles faciles. Et on voit qu'il y a un affaiblissement de ce mouvement-là. Si Shekau arrivait à mourir, comme on a tendance à le croire pour cette fois-ci, cela mettrait un coup rude au mouvement Boko Haram, qui serait de plus en plus désorganisé, qui avait très longtemps abandonné le combat idéologique et qui s'était transformé en un groupe narco-criminel. Aujourd'hui, c'est l'émergence de l'ISWAP, l'État islamique qu'on voit qui étale ses tentacules sur tout le continent aujourd'hui. Et on voit que quand on lit des informations émanant du groupe djihadiste, notamment l'État islamique Daesh, on voit que de plus en plus, comme le quotidien ou le journal Al-Nada, qui est l'outil d'information, fait un focus constant sur l'Afrique. Cela veut dire que l'Afrique, en plus du djihadisme local mené par ces groupes-là, est en train de devenir l'un des maillons essentiels de l'expansion de Daesh et de l'État islamique, et que cela aggraverait encore la situation de nos pays. C'est vrai que le Nigeria est plongé dans cette crise-là depuis très longtemps, mais les autres pays du bassin de la Tchad, tels que le Tchad, le Cameroun, le Niger aussi, souffrent des assauts de Boko Haram, mais je crois que cela induit aujourd'hui une rupture paradigmatique dans l'analyse du rapport de force entre ces deux groupes-là et même de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. On va faire un détour maintenant par le Mali, si vous le voulez bien, puisque c'est un contexte politique très particulier. Aujourd'hui, l'investiture donc du colonel Assimi Goïta comme président de la transition, des militaires qui imposent leur volonté, c'est une sacrée régression démocratique, pourrait-on dire, dans ce pays. La France a condamné ce coup d'État, enfin le deuxième en l'espace de 9 mois, et donc annonce une suspension de ses activités militaires. Concrètement, Bakary Sambé, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Sur le terrain, je pense qu'on est en train de vivre encore ce que j'appelle le conflit de perception du conflit sahélien. Je crois que si vous écoutez la rue à Bamako par rapport à une consultation que nous avons menée récemment, on sent que la population malienne n'apprécie pas la crise de la même manière que la communauté internationale. C'est-à-dire que là, au Mali, quand vous parlez aux gens, ils vous disent que nous sommes fatigués des régimes successifs. Et quelle que soit la situation qui pourrait advenir, notre quotidien ne changera pas. Il y a un désaveu de la classe politique dans sa totalité. Et aujourd'hui, dans les rues de Bamako, c'est comme au début de toutes les révolutions, Assimi Goïta est vu comme un sauveur par la jeunesse. Il a accueilli lors de son retour du sommet d'Accra, lors du sommet de la CEDEAO. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les forces changent de camp de temps en temps. On va sur le Kokela Maïga, qui était farouchement opposé au régime militaire, devenir le Premier ministre. On va aussi Imam Dicko, qui se réconcilie avec le M5 RFP, dans le cadre de ce qu'on appelle union sacrée. Maintenant, la réaction de la France, qui a changé par rapport au début de la crise, induit aussi des incohérences dans des prises de position, parce que la rue malienne se dit, pourquoi au Tchad on n'a pas dénoncé un coup d'État et au Mali on veut dénoncer un coup d'État. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la France, la déclaration de Macron est très fine, il faut l'analyser de manière très fine. Il ne faut pas oublier qu'il est en campagne électorale et que dans ses plans, c'était l'annonce du début du retrait de Barkhane. Avec la mort de Déby, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, en disant qu'on suspend les interventions militaires conjointes, ça ne veut pas dire que Barkhane va quitter le Mali. La force Barkhane est toujours là, dans la région de Ménaka, à Gossi et dans d'autres zones, mais que la France va suspendre les opérations conjointes avec les FAMA. Cela est-il une manière d'anticiper sur l'arrivée de nouveaux acteurs dans la région, mais aussi pour se prémunir d'un paradoxe français où l'armée française serait sur le territoire malien en train de combattre le djihadisme avec lesquels le Mali va
nécessairement négocier dans les moments à venir. Merci beaucoup de votre analyse, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes directeur du Timbuktu Institute. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Média. Merci de votre aimable invitation.